Bonjour, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui un des grands avocats du barreau de Paris, maître Patrick Maisonneuve. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire un livre de mémoire, Secrets de palais, beaucoup de secrets révélés. Et est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas racontées ? Alors, je me suis limité à une période, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne les affaires les plus récentes que j'ai eu à traiter, elles ne sont pas évoquées dans ce livre parce qu'elles sont encore vivantes. Et donc, j'ai fait la démarche de parler de ce que j'ai connu et vécu, mais sur une période qui remonte à plus de 10 ans en tous les cas. Pour prendre un exemple, je n'ai pas évoqué le procès, par exemple, de Christine Lagarde devant la Cour de justice de la République. Voilà un exemple. J'ai abordé légèrement le dossier Big-Malion. Je n'ai pas parlé non plus du dossier des sondages de l'Élysée qui s'est terminé récemment. Donc j'ai fait un choix dans le temps, en fait. Ce n'est pas un choix entre les affaires. Et puis après, c'est une sorte de carnet de bord du début jusqu'à ces années-là, avec des dossiers qui peuvent soit atypiques, soit des dossiers qui ont traversé la vie politique de ce pays. Alors il y a un des dossiers justement qui revient, qui a fait surface en ce moment dans l'actualité, c'est celui de la Corse. Oui. Et c'est un dossier dont vous êtes très, très familier. Oui, parce que j'ai commencé effectivement les dossiers corse. Alors je ne suis pas corse, je suis auvergnat en fait. Et Casanova. Casanova, c'est plutôt corse effectivement, ou italien. C'est d'ailleurs sous ce nom-là que les avocats corses m'appelaient pendant les audiences. Oui, Ils ne disaient pas notre confrère Maisonneuve, ils disaient notre confrère Casanova. Ça s'est arrivé à plusieurs reprises. Et donc j'ai commencé en 1986 à défendre 1, 2, 3 et ainsi de suite, un peu par hasard, parce que les avocats corses m'ont choisi à Paris, puisque, rappelons-nous, Charles Pasqua, à l'époque, avait centralisé les poursuites de tout ce qui relevait du terrorisme. Il y avait des Corses, il y avait des Basques, une poignée de Guadeloupéens. Il n'y avait pas encore les radicalisés de ce que nous connaissons aujourd'hui, les salafistes, etc. Donc je commence avec les Corses. Et puis après, on va connaître des périodes soit de répression, soit des périodes de négociation. Et c'est pour ça que ce qui est en train de se passer aujourd'hui me ramène à ce que j'ai vécu pendant ces années-là, répression, discussion. Lorsque François Mitterrand est réélu en 1988, Pierre Joxe va enclencher une période de discussion avec les Corses, dont la question des détenus et des prisonniers, qui a toujours été là depuis tout le temps. Alors là, Emmanuel Macron a mentionné la possibilité de l'autonomie pour la Corse. À votre avis, c'est un geste préélectoral comme d'autres ? Alors moi, je ne suis pas dans le cerveau ni dans le cœur du président de la République. Mais le mot autonomie, effectivement, l'idée d'autonomie n'avait pas été abordée, enfin, était une revendication des autonomistes, pas des indépendantistes, des autonomistes, sur un statut de la Corse. Mais encore faut-il savoir ce que l'on met dans le mot autonomie. Toujours est-il que manifestement le gouvernement, effectivement, parle aujourd'hui, soulève la question de l'autonomie, donc ouvre la porte sur une discussion sur l'autonomie. Que va devenir cette discussion ? Parce que l'autonomie, c'est une problématique économique, financière, surtout fiscale. Et d'ailleurs, Gilles Simeoni, que je connais, depuis de nombreuses années, a évoqué tout de suite la question fiscale, la question budgétaire, parce que ça va être un peu le cœur du sujet. Qui va maîtriser la fiscalité en Corse ? Est-ce que c'est l'Assemblée de Corse ou est-ce que c'est toujours Bercy ? Là, il va y avoir une vraie discussion. Mais on ouvre. Alors, c'est vrai que ce qui est en train de se passer en Corse, il y a toujours un risque en plus en Corse que la violence se démultiplie, soit à travers les manifestations, soit, et ça peut être cumulatif, avec une radicalisation, avec des attentats, ça peut reprendre, dans la mesure où manifestement, ce que je crois comprendre et crois savoir, c'est qu'il y a une frange beaucoup plus radicalisée qui conteste je dirais, la mandature des indépendantistes, des autonomistes corses, notamment Gilles Simeoni. Donc il y a une remise en cause. Il peut y avoir effectivement des actions violentes
qui reviendraient, parce qu'on les a connus, ces actions violentes, des attentats contre soit préfecture, DDE, tribunaux, il y a eu là des débuts d'incendie, soit contre des résidents des maisons de vacances, comme on dit, hein, en ce qui concerne les Français, comme ils disent, parce que c'est les Français qui ont des maisons. Ça peut repartir. Et donc je comprends que le souci du gouvernement, dans la phase électorale dans laquelle nous sommes, c'est de calmer le jeu. Et à mon avis, la seule façon de pouvoir commencer une discussion, c'est effectivement la marche qu'ils ont fait vers l'autonomie, en disant on va parler d'autonomie, parce qu'ils auraient parlé d'autre chose, ça ne marcherait pas. Est-ce que ça va être, et comment ça va être reçu du côté des nationalistes corses? Je suis incapable de vous répondre aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est vraiment la première fois qu'on aborde cette question sous le statut autonomie. Et vous avez bien connu tous les personnages de cette affaire actuelle, oui, Colonna en particulier. Colonna, j'ai été l'avocat de Colonna lors de son deuxième procès, et me succédera d'ailleurs sur le troisième procès Éric Dupond-Moretti, et c'est pour ça que Éric Dupond-Moretti ne peut pas s'occuper aujourd'hui de cette question, alors que ça relève du ministère de la Justice, hein, la question du traitement des détenus, mais il ne peut pas s'en occuper par définition, donc c'est Matignon qui traite directement le dossier. Donc Colonna, je l'ai bien évidemment connu. J'ai défendu les professeurs dans le premier procès du commando Érignac. Dans toute cette histoire-là, Alessandrie Ferrandi, je connais effectivement tous les protagonistes de cette histoire. Mais c'est vrai qu'il aurait été quand même beaucoup plus habile de la part du gouvernement de transférer, de lever le statut, parce qu'ils le font maintenant, de lever le statut des détenus particulièrement surveillés ou signalés et de permettre leur transfert à la maison d'arrêt de Borgo auprès de la famille. Ça ne veut pas dire qu'ils sont libérés, ça veut dire qu'ils sont transférés. Donc, et cette démarche-là, à mon avis, aurait évité le début des émeutes, parce qu'on peut parler d'émeutes, hein, du début des émeutes que nous connaissons aujourd'hui. Et l'attaque dont a été victime Yvan Colonna, ça n'a rien à voir avec la politique? Alors, ça a été un événement accélérateur. Je crois que dans le traitement politique de l'accord, si vous préférez, il y a les questions économiques, les questions financières, les questions budgétaires, etc. Mais il y a toujours eu la question des détenus, des prisonniers, des familles, des prisonniers, ce qu'il y avait des prisonniers politiques. Ça a toujours été là. En 86, on en parlait déjà. Lorsque Pierre Joxe négocie, essaie de négocier avec les nationalistes sur le statut de l'île et des avancées, il y a la question, et moi-même, et je le raconte d'ailleurs dans le livre, où je participe directement en tant qu'avocat de l'ensemble des 60 détenus que j'ai à l'époque dans la région parisienne, parce que tout se passe à Paris en fait, et je passe plus de temps dans le bureau du directeur de cabinet de Pierre Joxe que dans le palais de justice, parce que c'est là que ça se discute, c'est là que ça se négocie. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible, hein, on serait immédiatement dénoncé, fustigé, etc. Mais à l'époque, le juge d'instruction me demandait ce qu'en pensait le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne la libération. Et c'est comme ça qu'on a procédé progressivement en un an à faire libérer dans le cadre de négociations plus globales. Donc quand je vois cette question des prisonniers qui ressurgit aujourd'hui avec la problématique Colonna, Alessandrie et Ferrandi, ça me ramène à ces années-là, où ça existait aussi sous le gouvernement Balladur, sous le gouvernement Juppé en 95 et ainsi de suite. Souvenons-nous des accords de Matignon, la politique de Jospin à ce moment-là, qui était une politique plus transparente, je dirais, par rapport à ce qui s'était fait avant, mais on a eu d'autres événements, comme l'histoire du préfet Bonnet. On était sous Jospin à ce moment-là, un préfet de la République qui a commandité des incendies sur des paillotes. La Corse, elle est assez contaminante, en fait. Hein. Je crois que celles et ceux qui ont eu des fonctions en Corse en sont jamais vraiment sortis indemnes, à mon avis. Et les Corses aussi sont quand même poussés à une sorte d'extrémisme, parce que faire abattre le préfet en le tirant dans le dos, c'est quand même pas non, mais ça, effectivement. Mais il faut bien se souvenir que par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui on voit soutien à Yvan Colonna, etc. Mais il faut bien se souvenir qu'en 1998, lorsque le préfet Érignac est assassiné, la plus grosse manifestation pour protester contre l'assassinat du préfet Érignac a lieu en Corse, avec tous les nationalistes qui manifestent et qui dénoncent et condamnent l'assassinat du préfet.
les choses vont évoluer, mais au moment de l'assassinat du préfet, qui est un choc pour le pays dans sa globalité, est un choc également en Corse, et les nationalistes manifestent les premiers, avec des noms, des historiques, hein, comme Charles Pierry par exemple, des historiques qui manifestent et qui condamnent l'assassinat du préfet. Gloria Ivan, dans le texte, va intervenir plus tard, dans un deuxième temps. Parce que c'est vrai que c'était un choc, puisque c'était quand même, on va pas remonter la guerre d'Algérie, mais on assassine un préfet en France dans ces années-là. On assassine un préfet parce qu'il a été abattu dans le dos, etc. C'est quelque chose qui a absolument choqué tout le monde, et avec une émotion considérable. Président de la République, Premier ministre, qui sont intervenus sur le terrain à ce moment-là. Voilà. Mais on retrouve aujourd'hui un peu les mêmes ingrédients. C'est pour ça que c'est préoccupant. C'est très préoccupant parce qu'on retrouve une radicalisation aujourd'hui de jeunes. Les jeunes qui manifestent aujourd'hui, ils n'étaient pas nés au moment de l'assassinat du préfet Erignac. Ils n'étaient pas nés au moment de l'arrestation et puis du procès d'Ivan Colonna. On est dans le domaine, effectivement, un peu du symbole de la Corse, de la revendication insulaire. Et là, on ne sait pas jusqu'où, effectivement, on peut aller en termes de radicalisation. N'oublions pas qu'il y a eu effectivement des assassinats entre nationalistes corses dans les années 90. Ouais. N'oublions pas qu'il y a eu des morts de gendarmes ou d'opposants politiques. La Corse, il peut se dégager de la Corse quelque chose de particulièrement dur, particulièrement violent. Donc c'est pour ça que le gouvernement soit attentif. Il vaut mieux qu'il soit très attentif, mais il a pris du retard. Très franchement, il a pris du retard. Et vous, en exerçant en Corse votre métier, entre les différentes factions concernées, c'est quand même... vous n'avez pas eu de peur? Non, jamais été menacé? Non, j'ai pas eu de problème. Parce que d'abord, je suis un pinsout. Je suis un étranger. Déjà, je ne suis pas corse, donc je ne suis pas lié à des familles, à des clans ou etc. J'étais totalement en dehors. Pour moi, effectivement, c'était un peu étrange de se retrouver avec des personnes que j'ai défendues et qui sont en train de s'entretuer. Ça les met dans des situations un peu compliquées. Et il y a eu des mouvements très, 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 très compliqués, très durs à ce moment-là. Mais moi, personnellement, je n'ai pas eu de soucis. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est votre parcours, multiple. C'est un arc-en-ciel de situations dans lesquelles vous vous trouvez, dans différents pays d'ailleurs, pas seulement la France et pas seulement la Corse. Alors, comment êtes-vous, vous le racontez, donc, mais j'aimerais bien que vous le racontiez à nous. Écoutez, moi, c'est un peu le hasard de la vie, en fait, parce que moi, je suis originaire je suis fils de paysan, originaire de cette Dans un endroit tranquille, où on n'a pas besoin d'avocat. Pour le moins tranquille, une région particulièrement calme. Mais l'étincelle, ça a été la lecture du livre de Robert Badinter, La question de la peine de mort, où j'étais militant, abolitionniste à partir du secondaire, je dirais, à partir de la seconde première. Et la lecture du livre de Badinter me dit voilà. Par hasard, vous avez lu ce livre? Je l'ai lu parce qu'on en parlait, donc je l'ai lu, oui, par hasard, oui, je n'étais pas en recherche de quoi que ce soit. Et puis la chance que. Et donc, voilà, vocation avocat pénaliste, je me dis voilà le métier que je veux faire. Bon, sauf que je suis toujours dans mes montagnes d'Auvergne. Et le hasard personnel, une rencontre, je dirais, personnelle dans ces montagnes, avec une Parisienne, m'a fait venir à Paris. C'est le hasard tout se mêle un peu. Mais j'ai surtout eu la chance de devenir collaborateur de Philippe Lemaire, qui défend en 82, qui défend Bontemps avec Robert Badinter, qui est très lié à Robert Badinter. J'ai eu cette chance inouïe de pouvoir devenir son collaborateur. Il avait qu'un collaborateur, et donc là, ça va être j'apprends mon métier avec lui. C'est un grand pénaliste, Philippe Lemaire, à l'époque. Il y a eu Henri Leclerc, Geigemann, il y a Jean-Louis Pelletier, mais c'est un grand pénaliste. Et alors, d'abord, je suis très fier déjà de travailler chez ce grand pénaliste, où je vais apprendre beaucoup de choses. Et puis après, vous savez, il y a le hasard, la chance, le travail. Bon, travailler, puis vous allez être amené à rencontrer des situations. Bon, je vous ai parlé des Corses.
la défense des socialistes en ce qui concerne le financement du Parti socialiste illicite de l'époque. Ce n'est pas le seul parti politique qui a le financement illicite, qui va amener à défendre les gens d'Urba, mais qui va amener à défendre par exemple Henri Emmanuelli. Et ainsi de suite, qui mènera à défendre Edmond Hervé dans l'affaire du ancien ministre de la Santé, dans l'affaire du sang contaminé, la première audience de la Cour de justice de la République qui vient d'être créée. Vous avez Laurent Fabius, Madame Dufroy et Hervé qui comparaissent. Moi, je défends Edmond Hervé. J'aurai malheureusement des événements, vous savez, vous avez des événements heureux, vous avez des événements malheureux, vous avez des événements très malheureux. D'avoir accompagné, assisté Pierre Bérégovoy du 1er février 1993 jusqu'à sa mort, jusqu'au 1er mai 1993, a été quelque chose qui m'a profondément marqué et qui reste toujours marqué en moi encore à la minute où je vous parle. Et vous prenez le soin de préciser d'ailleurs dans votre livre que François Mitterrand, contrairement à l'idée répandue, ne l'avait pas laissé tomber. Oui, parce qu'il y avait un usage que moi je ne connaissais pas, c'est quand le président de la République appelait le Premier ministre sur la ligne directe, les collaborateurs sortaient. Ce que moi je ne savais pas. Donc moi je suis resté. Et le Premier ministre me dit que ça n'avait pas d'importance, je pouvais rester. Donc j'étais le témoin de ces appels téléphoniques entre le président et le Premier ministre et François Mitterrand qui lui disaient de résister, de ne pas lâcher, pas des messages de soutien et pas une posture d'abandon. J'ai réagi par rapport à ça parce que on l'a dit à plusieurs reprises, on l'a écrit, et donc moi j'ai été le témoin vivant d'autre chose. Comme on a pu écrire d'autres scénarios en disant sur Pierre Bérégovoy le thème de l'assassinat, etc., etc. Et donc, vous savez qu'un avocat, il a le secret professionnel, même post-mortem. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça, et j'en ai même parlé à mon bâtonnier à l'époque. Je me dis, Pierre Bérégovoy a fait le choix. Il a fait le choix de se donner la mort. C'était son libre choix. Et j'ai estimé qu'on ne pouvait pas lui enlever ça. En racontant d'autres histoires, d'autres scénarios totalement farfelus. Et donc, j'ai voulu dire qu'il m'avait dit qu'il envisageait très sérieusement de partir très loin, pour reprendre son expression, ce qui malheureusement, il l'a fait malheureusement. Et il n'avait pas voulu, comment dire, se soigner Alors, il a eu une première démarche, mais c'est compliqué. Il y a eu une première démarche de soins qui est arrivée peut-être tard. Vous savez, vous posez beaucoup de questions. Un avocat, je ne suis ni médecin, ni psychologue, mais j'étais là quasiment tous les jours à ses côtés parce qu'il était totalement habité par cette histoire, dans laquelle d'ailleurs sur le plan judiciaire il n'était même pas mis en cause officiellement. On avait parlé de ça, lui peu là, mais il n'y avait pas de poursuite judiciaire. Je m'escrimais d'ailleurs à lui dire, mais vous savez, il était très probable que la gauche perde le pouvoir lors des législatives de 93. J'ai dit, ça va s'arrêter. À partir du moment où vous serez plus Premier ministre, ça va s'arrêter, comme cela arrive souvent. Mitterrand avait rejeté la faute sur la presse, enfin une partie de la faute. Oui, c'est dans le discours qu'il fait, notamment à Nevers, avec l'expression les chiens. Oui, la presse, c'est quelque chose qui vous pulvérise, mais encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était encore pire. Ça aurait c'est pire été parce que vous avez les réseaux. Pire, ouais. Vous avez les réseaux. C'est quelque chose que l'on vit, nous, de façon très, très régulière. Il y a un devoir d'information, il y a un droit à l'information, là-dessus je n'ai pas de réserve par rapport à cela, mais je pense qu'il faudrait être peut-être un peu plus attentif quand même à ce qu'on appelle la présomption d'innocence et de faire attention. Quand je pense notamment à la mise en cause d'un certain nombre, par exemple, parce que ça se retourne un peu contre tout le monde finalement, dans des affaires de mœurs, à la mise en cause de journalistes connus, parce que s'ils ne sont pas connus, on ne va pas véritablement faire le buzz là-dessus, mais s'ils sont connus, sur des histoires qui sont prescrites, donc qui sont plus vérifiables, votre réputation, elle est entachée de façon absolument incontestable. Et ça vous touche vous, ça touche votre entourage, votre famille, vos enfants, vos petits-enfants éventuellement. Et là-dessus, c'est très compliqué de résister à cela. Donc là, il faudrait vraiment avoir une attention, une discussion par rapport à ça, en termes d'éthique, de dire attention, on ne juge pas quelqu'un
sur le plan médiatique, on informe, mais on attire l'attention de celui qui reçoit l'information sur le fait que tout ça n'existe pas tant que ce n'est pas prouvé, définitivement prouvé sur le plan judiciaire. On est loin du compte. Il y a aussi cette habitude des juges d'instruction, enfin et de la presse d'ailleurs, de publier tout de suite, de donner aux journalistes le contenu des entretiens qu'ils ont. Il y a le procureur peut faire des communiqués. Il a le droit de faire des communiqués, c'est dans le code de procédure pénale. Et après, il y a les fuites. Et ça, le secret de l'instruction est un secret de polichinelle, on le sait, on le sait très bien. Les dossiers sont dans la presse immédiatement. C'est propre à la France, hein. Et c'est propre à la France. Il y a une multitude de sources d'origine, de fuites. Et je crois que ça vient, si vous préférez, à la fin des années 80. En ce qui concerne le monde politique économique, il va y avoir un début de poursuite sur le plan pénal. Les juges vont commencer, j'allais dire, entre guillemets, à s'attaquer aux politiques et aux grands dirigeants d'entreprise. Et il y a le journalisme d'investigation qui va se coller aux juges. Il va y avoir une espèce d'alliance un peu objective entre les juges et les journalistes d'investigation. Je pense à Edoui Plenel déjà dans Le Monde, déjà à l'époque. Et donc cette alliance fait, sur le thème, le gouvernement, c'est la chape de plomb sur les affaires. Donc pour que les affaires sortent, il faut que la presse communique sur les affaires en question, ce qui libère et ce qui permet aux juges d'aller plus loin. On a changé de période. Aujourd'hui, il n'y a plus d'instruction du garde des Sceaux sur les affaires en cours. S'il le fait, s'il prend le risque de le faire, il prend un vrai risque de le faire. Mais on a quand même changé d'époque par rapport à ça. Mais malheureusement, l'information telle qu'elle est donnée sur la violation du secret d'instruction, vous savez moi j'ai des gens qui sont mis en examen, qui voient leur audition publiée dans tel journal. Mediapart envoie de véritables questionnaires de police faisant un travail parallèle au juge d'instruction. Ça m'est arrivé encore dernièrement de répondre à un journaliste de Mediapart. Je ne répondrai pas à vos questions dans la mesure où il y a un juge d'instruction qui interroge déjà celui que je défends. Donc, par voie de conséquence, votre liste de questions, je n'y réponds pas parce qu'il y a une sorte de mélange des genres auquel on est arrivé aujourd'hui. Et ce mélange des genres fait que les fonctions institutionnelles telles qu'elles existent, eh bien, elles sont abîmées par cela. Je vois la dernière loi d'Éric Dupond-Moretti, un point de désaccord avec lui, j'en ai peut-être d'autres, sur les caméras dans les prétoires. Et, moi, ce que je sais, c'est que les personnes que je défends, déjà, elles ne souhaitent pas avoir le photographe à la porte du tribunal. Donc je ne suis pas certain qu'elles seront absolument ravies d'avoir des caméras dans les prétoires. Alors vous savez que Télésud est une chaîne qui est diffusée non seulement en France, mais également dans toute l'Afrique. Et vous citez un exemple africain de voyage que vous avez fait au Gabon, avec une pointe d'ironie. Est-ce que vous pourrez nous rappeler cette disons affaire? Effectivement, on était devant la cour de Franceville. Et notre correspondant, une avocate du barreau du Gabon, qui est bâtonnière à l'époque, n'avait pas communiqué les pièces qu'on lui avait demandé de communiquer à la cour. Un enjeu quand même qui était très important. J'étais présent avec mon confrère Olivier Metzner, qui malheureusement a disparu il y a quelques années. Et elle a plaidé que le dossier avait été, s'il n'y avait pas nos pièces, c'est que le dossier avait été marabouté. Alors c'est vrai que pour nous étions pour le moins étonnés. Mon confrère Metzner, qui était quelqu'un de très rationnel, me dit « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» J'ai dit « Écoute, le dossier, elle dit que nos pièces ne sont pas là parce que le dossier a été marabouté. » Et manifestement, les magistrats de la Cour n'ignoraient pas cet argument. Il était éventuellement recevable. Mais c'est vrai qu'on est dans des mondes assez différents, même si d'ailleurs, dans ces pays d'Afrique francophone, ce sont les anciens codes qui s'appliquent, le code pénal, le code civil, mais ce n'est pas la même chose. Oui. Et notamment, lors des audiences, en France, les magistrats français vous disent « soyez brefs ». Et les magistrats ivoiriens, gabonais, congolais vous diront mais allez-y et de faire des grandes plaidoiries avec des citations, etc. est plutôt bien vu. Il y a un décalage, mais il y a des avocats qui se battent, des avocats courageux, mais parfois on évoque des choses
pour lesquels on est totalement étranger. Mais voilà, je pense que vous faisiez référence à cette audience devant exactement. la Cour d'appel. Enfin, il arrive aussi dans la justice française du maraboutage, mais ça s'appelle autrement. Ça s'appelle autrement, c'est vrai. En tout cas, Patrick Maisonneuve, je vous remercie beaucoup d'être venu pour parler de votre livre. Alors, j'ai toute une liste de questions que j'avais préparées, parce qu'il y a des tas de choses très intéressantes, et c'est pour ça que je recommande, puisqu'on ne peut pas lire le livre ici, on n'a pas le temps malheureusement dans cette émission qui est en train de s'achever, donc je recommande fortement la lecture de votre livre. Je vous en remercie. Secrets de palais. Merci beaucoup. Vous n'avez pas gardé tous les secrets, vous en avez raconté. J'en ai encore d'autres. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.